Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Atypique, le podcast des parcours inspirants. Je suis Seva, la cofondatrice de la marketplace Seva, dédiée aux jeunes marques de vêtements indépendantes, éthiques et éco-responsables dans le milieu du streetwear. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de sortir la première émission de ce podcast avec comme invitée tout simplement ma sœur, ici, présente à côté de moi. Aujourd'hui, on va parler de son parcours puisque je le trouve totalement inspirant et atypique à la fois. On va parler de danse, on va parler de sport de haut niveau et sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer cette première émission. Donc, merci Fiona d'avoir accepté l'invitation. Salut, merci pour l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, ça me permet de m'essayer au podcast et donc c'est un peu particulier pour moi, mais c'est parti. Du coup, je pense que pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots rapidement sur qui tu es, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Bien sûr. Je m'appelle Fiona, j'ai 27 ans et je suis danseuse professionnelle depuis 8 ans maintenant. J'ai un parcours assez original et un peu hasardeux aussi, qui m'a toujours menée dans des pays différents ou dans des lieux un peu atypiques, ouais, on pourrait dire. J'ai commencé par la gymnastique rythmique et sportive, truc avec les ballons, les cerceaux, les rubans, voilà, à l'âge de 8 ans. Et j'en ai fait 2 ans, on va dire, en amateur. Quand je suis entrée en 6e, donc au collège, je suis partie en sport-études en fait. J'ai été retenue pour le sport-études de Brest, qui est un sport-études au niveau national. On était donc à 20 heures d'entraînement par semaine, avec tout au sein du collège-lycée, c'est-à-dire de 8h à 16h on était en cours, de 16h à 20h on était à l'entraînement, et le soir on était à l'internat. Et les week-ends, les 3/4 du temps, en compétition en fait. Je pense qu'on était en compétition à partir de novembre jusque juin environ, avec la première partie de l'année axée sur les compétitions en individuel et la deuxième partie en équipe. Ok, et du coup, moi je me souviens, petite, t'accompagner aussi avec les parents en compétition. C'est vrai que du coup t'as quitté le cocon familial assez rapidement, hein, t'avais à peine 11 ans. Et comment t'as vécu ça en fait? À l'époque c'était vraiment ta grande passion. Du coup, tu as été jusqu'à être en équipe de Bretagne, à participer au championnat de France également. Tu as consacré une bonne partie en fait de ton collège et de lycée à la GRS. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Ouais, carrément. Alors, j'avais pas forcément conscience de ce qui se passait à l'époque quand j'avais 11 ans. Moi, ce que je voulais simplement faire, c'était de la GRS et passer le plus longtemps possible de ma journée et de mon temps à être sur le praticable. Et je pense que le sport-études était le meilleur moyen de pouvoir arriver à ça. L'énergie collective aussi est incroyable parce qu'on est toute une petite troupe en fait. On devait être une dizaine de gymnastes à être ensemble constamment. Et donc ça crée aussi des amitiés, ça crée de la solidarité. Et c'est l'école de la vie, comme on dit. On a tout dit à un moment. Ça nous apprend la rigueur, le partage, les objectifs aussi, savoir arriver à un objectif et la précision. J'ai énormément appris aussi sur mon corps et sur la manière de travailler avec, puisqu'on avait au sein des entraînements de 4 heures des heures de danse classique et de préparation physique et gymnique pour bien sûr préparer le corps à d'éventuelles blessures et surtout aux acrobaties qui allaient se mettre ensuite dans nos enchaînements. J'ai eu la chance pendant plusieurs années aussi dans l'équipe de Bretagne, avec cette compétition qui s'appelait les intercomités, où c'est toutes les régions de France qui se retrouvent en compétition, et pas seulement en gymnastique rythmique, mais gymnastique artistique féminine, masculine et trampoline. Donc c'était des compétitions qui étaient vraiment chouettes parce qu'on était des grosses équipes de gymnastes, et avec les juniors et les seniors, et on partait en train couchette à Toulouse ou à Nîmes pour les compétitions. Donc c'était vraiment des beaux moments et des belles ambiances de passion avec le sport qu'on pratiquait. Ok, bah oui, c'est vrai que souvent moi j'avais l'écho de ça du coup à la maison, les petits résumés le week-end de comment s'étaient passées les semaines, les compétitions. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, ce qui était cool, c'est que t'as toujours été soutenu dans ce que tu faisais, enfin, t'as toujours suivi en compétition, que ce soit les parents, même moi, hein, je me retrouvais aussi avec les petits frères et petites sœurs des gymnastes qui étaient là, et du coup, des fois, pour passer le temps, on essayait de s'amuser ensemble.
Mais du coup, tu parlais tout à l'heure de toute la préparation physique en amont pour préparer le corps à d'éventuelles blessures. Et toi, tu as aussi des blessures avec ça. Il me semble que tu n'avais pas une blessure au mollet ou au tibia. Au mollet, oui. Ouais. Mais c'était plus dans l'après-sport-études quand j'ai eu cette transition vers la danse, où en fait j'essayais de cumuler GRS sport-études de GRS et danse-études classiques. Et c'était beaucoup trop d'heures d'entraînement. Et c'est là que je me suis blessée. Je me suis fait une déchirure du jumeau interne droit au mollet. Donc c'était pas très chouette comme période. Mais ça permet aussi de prendre conscience que le corps a des besoins et a des limites aussi, qu'on n'est pas obligé de le pousser à l'extrême pour avoir un corps sportif. Bah, du coup, ça me permet de faire maintenant la transition sur la partie danse, parce qu'une fois que tu as terminé la GRS, parce qu'il me semble que ça s'arrête assez tôt, la GRS, pour faire des compétitions, du moins au niveau. À 23 ans, on est déjà vieux en GRS. Ouais, voilà, c'est assez déroutant, mais du coup, toi, tu as décidé de te reconvertir, si je puis dire, enfin de continuer en tout cas dans la lignée de la danse, comme tu avais déjà un peu été, tu as été un peu touché avec la GRS, du coup vous faisiez de la danse à côté. T'as décidé de te tourner vers de la danse moderne jazz, puis après contemporain, t'as fait du classique aussi. Pourquoi avoir décidé de continuer dans la danse et pas dans autre chose? Et actuellement tu es danseuse professionnelle, donc voilà. Bah déjà, nos entraîneurs du sport-études ont été recrutés pour entraîner l'équipe de France. Donc ils nous ont quittés et on s'est retrouvés après avec différents entraîneurs qui sont venus les uns après les autres, et donc ça a un petit peu, je pense, fracturé le groupe. Et puis tout doucement, chacun a pris des parcours différents. Certaines sont restées à fond dans la GRS, d'autres ont quitté. Et j'ai décidé d'aller vers la danse parce que j'avais toujours envie d'utiliser, de bouger mon corps, mais peut-être moins d'une manière compétitive. Et moins peut-être aussi dans la technicité de la GRS, quoi. Et donc j'ai commencé par faire un cursus qui mélangeait danse classique et danse moderne jazz. Et la danse classique m'a beaucoup accompagnée et beaucoup remise, on va dire, un peu dans le chemin de la danse ou dans l'esthétique du corps qu'on demande en danse. Et j'ai découvert la danse contemporaine qui surtout pour moi était une révélation, une immensité de recherche et de possibilités dans la création, dans l'espace, dans l'improvisation. Enfin, c'était assez incroyable. Et en fait, avec aussi mon background de gymnaste, je pouvais utiliser les acrobaties qui sont toujours imprimées dans le corps avec cette connaissance qui apparaissait tout doucement de la danse contemporaine. Il y a eu différents concours de danse auxquels j'ai participé. Et où j'ai été primée en fait assez vite au concours du CND par exemple, Centre national de la danse, au concours d'international de Biarritz, au concours international de Bayonne, enfin au concours international étudiant de Bayonne. Donc ces prix-là aussi ont permis de se rendre compte que j'arrivais réellement un certain palier de danse, ouais, et que la transition se faisait en tout cas, et qu'il y avait une reconnaissance aussi extérieur à l'entourage pour valider ce changement, quoi. Ok, et du coup t'as fait ça pendant quelques années quand t'étais au lycée. Ensuite, le lycée s'est terminé, t'as fait commencé une licence en psycho, et puis t'as tout de suite décidé de diriger vers une compagnie pour te former. Donc à ce moment-là, tu es partie en Espagne. Donc, où c'était déjà en Espagne En Catalogne. En Catalogne. Donc, t'es allée dans la compagnie Cobos Mica. T'y es restée 2 ans, à peu près. 2 ans, ouais. Mais j'avais pas vraiment voulu être danseuse professionnelle. Ça a été plus un concours de circonstances qui s'est passé. Puisque j'étais donc en psycho, en première année de psychologie à la faculté de Brest. Et il y avait un concours de danse étudiant qui était organisé, celui dont je vous parlais avant à Bayonne. Et j'ai décidé de m'y présenter parce que le prix à gagner, c'était une semaine de résidence avec la compagnie Thierry Malandin, compagnie de danse néoclassique de Biarritz, qui est très connue, et c'était vraiment une opportunité incroyable de se retrouver en résidence avec ce ballet. Et l'idée était que 10 étudiants étaient sélectionnés pour reprendre un ballet avec la chorégraphe qui nous apprenait, nous faisait répéter ce ballet
plus une présentation au Festival de Temps d'Aimer à Biarritz devant le casino. Donc j'avais très envie de faire ce concours, mais bon, je savais pas trop où j'allais, et en fait, ce jour-là, j'ai gagné le prix coup de cœur du public, le prix de la ville de Biarritz. Les félicitations du jury, c'était incroyable, j'étais allée un peu toute petite dans mes baskets, et je suis sortie avec plein de prix, donc j'ai rencontré des gens merveilleux ce week-end-là, dont en particulier une membre du jury, Célia Thomas, qui m'a clairement fait comprendre que j'allais pas continuer mes études, ou pas tout de suite en tout cas, et que j'allais me former. Et donc elle a appelé une formation en Catalogne pour que je puisse la rejoindre. En septembre, là on était à peu près au mois de mai. Et je suis allée à Palamos, dans cette compagnie-là, Cobos Mica, qui est en Catalogne, c'est à peu près 1h15 de Barcelone. Et j'ai passé l'audition, j'ai pas été prise, et j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'était... Je me suis dit, bah tant pis, je fais pas de la danse, je vais repartir dans mes études, j'ai d'autres projets. Et finalement, j'étais aux Vieilles Charrues, avec les copains, dans le festival, hi hi hi, ha ha ha. Et j'ai reçu un appel de Catalogne m'expliquant qu'en fait, j'étais prise dans la formation. Donc c'était un moment de pure joie, et on allait encore plus voir les concerts et encore plus faire la fête, parce que j'étais trop contente de finalement être prise. Et j'ai appris 2 ans à la fin de cette formation que c'est parce que je l'avais croisée dans un aéroport. À l'aéroport de Nantes, en fait, j'ai croisé la chorégraphe en charge de cette formation, et elle a trouvé ça tellement dingue de se croiser par hasard dans un aéroport qu'elle s'est dit bon bah je vais changer d'avis, et puis ils m'ont pris. C'est excellent. Et en plus, je me souviens, on était allés ensemble à Palamos. Alors, je sais pas si c'était du coup pour l'audition ou pour la Pour l'audition, ouais. C'était pour l'audition. On était partis tous les deux, et c'était assez cool. Et c'est vrai que c'est un gros concours de circonstances, mais au final, je pense que les choses qui nous arrivent sont pas forcément par hasard dans la vie. Enfin, là, c'était quand même assez particulier que tu puisses la rencontrer dans un aéroport. Au final, elle change d'avis, et tu intègres la formation, et tu y as été pendant 2 ans, puis des amis à toi y ont été aussi, t'y ont succédé. Comment ça s'est passé ces 2 ans, du coup, en Espagne? Est-ce que tu as appris énormément de choses? Ces 2 ans, c'était incroyable. Rien que par le lieu où on était, Palamos, c'est un village, c'est une ville qui est au bord de la mer, qui est assez dynamique, surtout l'été, mais l'hiver aussi, par les Catalans qui vivent là. Et la formation était beaucoup en lien avec la communauté locale, et donc on avait beaucoup de projets, de spectacles prévus avec les écoles, ou des tournées dans la Catalogne, et des chorégraphes qui venaient au niveau international nous faire des créations. On avait des intervenants par semaine, en plus on avait 3 créations dans l'année, où on allait ensuite présenter en fait un peu partout. Et c'était 2 ans inestimable pour quelqu'un qui a envie d'approfondir sa carrière en tant que danseuse. Et puis le soleil catalan, la plage, on dansait, on allait se baigner, on faisait la fête, on dansait, on allait se baigner, on faisait la fête, c'était vraiment super. Et j'ai eu une belle surprise, c'est qu'en sortant de ces 2 ans de formation, j'ai tout de suite trouvé du travail, et à ce moment-là j'avais 22 ans. Et donc je suis passée de Palamos en Catalogne à Copenhague au Danemark. Le climat il est pas le même quand même. Ah non, on a senti la différence, et même les mentalités sont très différentes aussi. On passe d'une mentalité à la cool, à la café con leche pour commencer, à faut pas avoir 3 minutes de retard pour arriver au boulot quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va parler un petit peu de cet épisode où t'as été pendant 1 an et demi, 2 ans au Danemark, c'est ça? Ouais. Et donc, t'as vécu plein de choses là-bas, t'as fait des tournées incroyables aussi, parce que t'as été au Groenland, t'as vécu plein de choses. Grâce à la danse, t'as pu aller dans plusieurs pays. Et comment ça s'est passé au Danemark, notamment avec l'interaction avec les autres danseurs, parce qu'ils étaient tous internationaux au final, ils venaient tous un petit peu de partout. Et avec cette chorégraphe aussi, on parlera rapidement. Et donc je suis arrivée au Danemark en 2015, j'avais 22 ans, c'était mon premier contrat. Et j'ai rencontré des danseurs oufissimes dans cette compagnie. Donc on était 8, tous de nationalités quasiment différentes, tous de parcours extrêmement différents. On avait de la capoeira, du break, de la danse contemporaine, du popping. C'était très, très différent tous. Et on préparait un spectacle à l'Opéra Royal de Copenhague, avec une tournée ensuite où on a été en Islande, dans les îles Féroé, au Groenland, c'était dingue. Et c'était un spectacle qui s'appelait Viking, qui était un spectacle très physique et très intense,
On est passé 2 mois en création dans les grands studios de Dans Alerme, qui se trouve à Copenhague, qui était l'ancienne usine Carlsberg. Bon, maintenant ça a été rasé, je crois, donc c'est très dommage. Et donc c'était un premier contrat très très intense et qui m'a permis de faire de très belles rencontres, de voyager, d'avoir l'opportunité de pouvoir danser dans des lieux. Je pense que je n'aurais plus jamais l'occasion d'y aller, comme le Groenland ou les îles Féroé. Et de rencontrer surtout des communautés complètement diverses et qui sont d'une ouverture et d'un accueil toujours incroyable. Et je trouve ça vraiment super de pouvoir allier cette passion, ce travail et le voyage en fait. Parce que ça, pour moi, les deux s'entremêlent et avec cette compagnie, j'ai eu beaucoup l'occasion de pouvoir le faire. Et il y avait une solidarité entre les danseurs qui était super top. Ouais. Moi j'avais 22 ans, j'étais la plus jeune à ce moment-là. On avait Sophia qui avait 32 ou 33. Donc on avait tout un palier aussi d'âge bien différent. Et j'ai beaucoup appris des danseurs. Beaucoup. Ok, et du coup, de ce que tu dis, ça avait l'air quand même super chouette de pouvoir voyager, de pouvoir partager énormément de choses avec des danseurs qui sont étrangers, parce que du coup, les mœurs sont différentes, les habitudes sont différentes, donc ça doit donner lieu à des vrais moments de partage. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que derrière tout ça, il y a un gros travail qui est effectué en amont sur toutes les préparations des spectacles, la préparation physique, etc. Et ce que ça peut demander aussi en termes d'énergie. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, du coup, avec le spectacle Viking. Carrément. C'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup d'investissement. Je pense qu'il faut savoir doser cet investissement aussi. Après, avec du recul maintenant, puisqu'à l'époque, j'étais 22 ans, premier contrat, donc avec tout mon enthousiasme qui allait avec. Et c'est vrai que par les autres danseurs, j'ai appris aussi qu'il faut faire attention à son corps, le respecter, savoir dire non aussi parfois quand les heures étaient extrêmes. On était face à une chorégraphe qui était un petit peu... Comment on dirait ça ? Très dur. C'est pas très dur, parce qu'elle n'était pas forcément très dure, mais elle avait besoin d'énormément de matériel, donc on se retrouvait à improviser de 9h à 23h parfois. Enfin, c'est un exemple, hein, mais c'est une... Mais bien sûr que c'est énormément de travail derrière, d'investissement, et de faire attention aussi à soi et au corps. Je crois que c'est très important de faire attention au corps, surtout sur des spectacles comme ça, où techniquement, au niveau de l'acrobatie, on nous demande beaucoup de choses, on va dire. Mais ça reste quand même une expérience inoubliable. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, suite à ça, toi, tu as décidé d'arrêter avec cette compagnie pour diverses raisons. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Parce que est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé après cette transition, d'avoir pris la décision d'arrêter avec cette compagnie ? Alors, j'avais pas pris la décision d'arrêter avec cette compagnie. Je devais toujours travailler avec cette compagnie. Mais un copain est venu me voir à Copenhague et on est allé se balader à Malmö, qui est la ville juste en face de Copenhague, en Suède. Et en fait, il y a un pont qui rejoint Copenhague à Malmö. Et on peut prendre le train et aller se balader en Suède. Donc j'avais quelques jours de off et on s'est dit pourquoi pas aller se balader. Et en fait, en arrivant dans ce train, dans cette gare à Malmö, je tombais sur plein de gens réfugiés. En fait, la gare était remplie de personnes réfugiées qui attendaient derrière des barrières, dans des habits très léger par rapport à au climat que la Suède peut avoir. Et c'était très choquant. J'ai eu l'impression de voir une scène de Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin, une photo de ça. Je me suis beaucoup posé la question, mais qu'est-ce que ces gens font là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suivais un peu ce qui se passait aussi à Calais à ce moment-là. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais l'idée qui germait un peu d'aller voir ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Parce que j'en étais un peu fatiguée de me dire, j'ai 23 ans... je vis une vie incroyable de danseuse, je suis hyper épanouie, mais en fait, il y a un contexte qui me dérange. Il y a des gens qui sont dans une situation de misère et je comprends pas pourquoi. Alors, je me suis dit pourquoi pas aller les rencontrer. Pas forcément dans une idée d'aider à la base, mais peut-être plutôt de rencontrer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis arrivée à Paris et j'ai décidé d'aller faire du bénévolat avec une association d'aide aux migrants. J'étais là pour 2 semaines à la base, dans le camp de Porte de la Chapelle, au nord de Paris. Et au final, je suis restée quasiment 10-11 mois, je dirais. Ouais. Et
Et donc j'ai arrêté la danse, enfin j'ai arrêté de bosser pour cette compagnie et j'ai arrêté de danser aussi puisque on est parti à fond dans cette aventure d'aide quoi. Ouais, et du coup, t'as intégré l'association Utopia 56, c'est Ouais. bien ça. T'as pu voir directement la situation qui se passe auprès des réfugiés et des réfugiés mineurs aussi, porte de la Chapelle. Ouais. Tu t'occupais des réfugiés mineurs, il me semble, non? Oui, c'était ça, on a formé une petite équipe avec deux copines, enfin qui sont maintenant de très bonnes copines, et Marion et Margot. Et on formait une équipe où on aidait les mineurs réfugiés, mineurs non accompagnés, à être reconnus mineurs en France. Et donc on aidait au niveau administratif, au niveau de l'hébergement citoyen et au niveau médical, ou en tout cas on les guidait vers les structures qui leur fournissaient une aide à ce niveau-là. Et du coup, t'as pu voir de près aussi à quel point c'est catastrophique là, ce qui se passe là-bas, qu'on n'en parle pas beaucoup non plus, et qu'il y a très très peu de moyens et très peu de choses qui sont mises en place pour aider ces jeunes qu'on considère parfois majeurs alors que pas du tout. Ils sont pas majeurs, ils sont mineurs, ils se retrouvent seuls, ils ont traversé des pays pour pouvoir venir et trouver de l'aide dans un pays, et une aide au final qui est très complexe à trouver. Et t'as même été en Grèce pour pouvoir voir les réfugiés là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? J'ai été quelque temps en Grèce, oui, à Thessaloniki, à Lesvos et à Athènes, pour comprendre ce qui se passait aussi là-bas. Et on est encore dans une problématique bien plus extrême, je pense, que celle qui est en France, puisque la Grèce est dans une situation de base économique compliquée. Et la situation des réfugiés est très très dure. Particulièrement à Lesvos, où il y a le camp, l'énorme bidonville complètement fermé de Mouria, un camp qui a brûlé d'ailleurs il y a quelques mois. Et donc j'ai passé un peu de temps par là-bas et je suis rentrée ensuite en France. Je travaillais avec différents collectifs là-bas. D'accord, ok. Et juste pour revenir rapidement sur la situation des réfugiés en Grèce, parce que je trouve que c'est quand même hyper important d'en parler. Les réfugiés qui sont en Grèce, du moment qu'ils arrivent en Grèce, ils sont bloqués là-bas et ils n'ont pas le droit de repartir. Est-ce que c'est bien ça la situation là-bas ? Ça dépend. Ça dépend de la situation dans laquelle chacun se retrouve. Ça dépend si c'est une famille, si c'est une femme seule, si c'est un mineur isolé. Mais oui, les dernières arrivées, pour le moment, en tout cas, ce qui se passait, c'est que les réfugiés arrivaient sur l'île de Lesvos et se retrouvaient coincés sur cette île sans possibilité administrative d'aller sur le continent. Après, j'ai pas les dispositions pour en parler, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et même à moi, ça m'échappe et à beaucoup de gens. Et donc, le mieux, c'est de se renseigner, si en tout cas ça intéresse. Il y a des médias qui permettent de mieux comprendre ça, dont infomigrant.net, qui vous permet d'avoir des informations claires et précises sur ce qui se passe, avec des articles qui sont très, très, très bons. Voilà. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as vécu avec les réfugiés, donc ça, du coup, si on peut accumuler, ça a fait pendant 2 ans. Il en est ressorti que tu as décidé de reprendre la danse et que tu as fait un solo par rapport à tout ce que tu as vécu avec les réfugiés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce solo, comment a émergé l'idée ? Tu l'as déjà présenté, moi je l'ai déjà vu, mais pour les gens qui l'ont pas vu parce qu'ils nous écoutent juste, comment tu pourrais le décrire un petit peu ce solo ? Parce qu'il y a quand même une histoire et un fil directeur. Alors c'est une performance qui, dans l'idée, vise à sensibiliser sur ce qui se passe pour les mineurs réfugiés en France, et particulièrement aussi sur l'Érythrée, qui est un des pays les plus fermés au monde. J'ai été beaucoup en contact avec la communauté mineure érythréenne sur Paris, et donc je me suis pas mal intéressée à ce qui se passe dans ce pays, qu'on connaît très peu, et je me suis dit... un moment, j'étais dans un studio de danse et je me mets un petit peu à improviser. Et en fait, il y a un peu toutes ces histoires que les jeunes m'ont racontées et avec lesquelles on a partagé des moments qui sont apparus dans mon corps au fur et à mesure. Et ça m'est venu l'idée de me dire pourquoi je ferais pas un spectacle de danse qui parle en fait de ça. Pourquoi on passe toujours par la parole, par l'écrit, on est noyé dans les images aussi de
de personnes aux frontières, de personnes essayant de traverser la mer Méditerranée. Je me dis pourquoi pas passer par la danse, passer par quelque chose qui est plus organique et corporel. Et le fil aussi conducteur de ce spectacle est la chaussure. Puisque les chaussures, c'était la grosse galère du bénévolat, puisque les chaussures sont usées et qu'en fait on essayait d'en distribuer, mais on n'en avait pas assez. Les chaussures, si t'as pas de chaussures, t'avances pas. Donc dans tous les cas, il faut que t'aies des chaussures, et c'est une grosse représentation aussi sociale et culturelle actuellement. Elles représentent une part de notre personnalité, elles sont ce qui nous fait un point d'ancrage sur Terre, ce qui nous fait avancer tout simplement. Elles sont essentielles, sont essentielles. S'il n'y en a pas de chaussures, on n'avance pas, on continue pas. Et donc je joue avec plein de chaussures sur scène, je prends les chaussures du public, je les garde, je les rends, enfin bon, voilà. C'est une performance dansée qui essaye d'aller travailler un peu en chacun pour qu'on se mette tous à un moment dans ces chaussures-là et qu'on se dise « Ah ouais, ça aurait pu être moi en fait. Ça pourrait très bien être moi qui me retrouve dans cette situation. » Et l'idée que les gens s'informent un peu plus. Ouais. Et pour avoir vu le solo, je peux que confirmer qu'on n'en reste pas indemne, si je puis dire. Le spectacle permet de se mettre à la place de quelqu'un, comme tu dis. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, à la place de ces mineurs réfugiés qui doivent traverser et faire des milliers de kilomètres pour essayer de trouver de l'aide et fuir leur pays. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils fuient leur pays, ils viennent pas dans les autres pays par pur plaisir. Du coup, concernant ça, donc le solo, tu l'as fait, et tu le proposes toujours, mais malheureusement, depuis l'année dernière, le Covid est arrivé. Et je pense que c'est essentiel de parler de ça, que les artistes sont aussi des grands oubliés de ce Covid, de ces confinements. C'est qu'il y a très très peu qu'il y a une aide qui a été mise en place pour les artistes qui n'avaient pas assez cotisé au niveau de leur heure, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Du coup, depuis toi, ça fait bientôt 1 an que toute ton activité s'est stoppée. Tu peux pas proposer tes solos à des théâtres ou à des mairies ou peu importe. Tu peux pas continuer les auditions. Les auditions sont hyper fermées. Déjà de base, c'est très compliqué les auditions. On n'en a pas forcément parlé, mais ça serait intéressant que tu nous expliques rapidement à quel point c'est compliqué de se démarquer dans des auditions. Comment garder espoir 1 an après tout ça, comment aussi rester passionné dans ce qu'on fait quand on fait de la danse et que c'est notre travail, comment tu fais, parce que les studios de danse sont peut-être difficilement accessibles aussi, et comment réussir à garder espoir en fait, parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres artistes, que ce soit des musiciens, des danseurs route, qui écouteront peut-être ce podcast et qui se retrouveront dans ce que tu vas nous dire là. Oui, la situation actuelle n'est pas du tout chouette pour les artistes. Bien au contraire. On est dans un peu un flou constant d'informations. On a beaucoup de mal à voir à l'avenir qu'est-ce qui va se présenter et comment ça va se passer pour nous. Pour avoir échangé beaucoup avec des artistes autour de moi, tout le monde est dans des phases... d'excitation parce qu'on se dit ça va reprendre, c'est bon, puis pouf, ça redescend parce qu'en fait non, c'est pas possible. On peut comprendre certaines mesures, mais on comprend pas le point précis de la culture qui est mise en porte-à-faux et en suspens complètement, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il va falloir qu'on aille danser dans les supermarchés, qu'on aille faire des concerts dans les supermarchés pour avoir une présence en fait? On n'est plus du tout présent dans l'espace de vie. Et qu'est-ce qui fait le changement d'être dans un cinéma ou dans un théâtre par rapport à être dans un avion ou dans un métro? Le problème est qu'il y a des choses qui sont injustes en fait. Pourquoi on va aller faire des spectacles dans les métros? Alors comment on s'organise et comment on imagine que la suite va se passer? Là, il y a beaucoup de questionnements qui se mettent en place. Mais j'ai la chance d'avoir un espace là où je vis qui me permet de continuer à m'entraîner, donc je le fais, mais l'énergie collective manque énormément. L'énergie collective, le partage, l'échange, la création, on est aussi artiste parce qu'on aime ça, je pense, le fait de se retrouver à plusieurs, de danser, de jouer de la musique, de chanter, et là d'un coup tout ça n'existe plus et on nous donne aucune importance, c'est-à-dire que même s'il y a des mesures qui sont prises et qu'on a des choses qui avancent, en termes financiers, on va dire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Et beaucoup d'artistes sont en colère, moi compris, parce que pourquoi continuer à travailler et consommer, mais pas aller
Pas aller au cinéma, pas aller voir un spectacle. Mhm. Il y a beaucoup de questionnements. Après, je pense que c'est compliqué pour tous les acteurs, que ce soit politiques, culturels ou citoyens. Hein. Mais oui, c'est assez dur cette période, donc on trouve d'autres alternatives. Je sais que les formations sont toujours ouvertes, donc moi j'en profite pour aller me former, et puis voilà. Mhm. On va pas Déprimer, s'endormir quoi. sur notre Ouais. situation, il faut pas. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions sur comment tout ça va se relancer, je pense. Ouais, et sachant que par exemple en Espagne, ils n'ont pas fermé les théâtres, les cinémas ni les spectacles. Donc il y a la distanciation sociale qui est mise en place. Et qui est possible. Voilà, c'est ça. Et on l'avait encore avant qu'ils ferment les cinémas. En octobre dernier, j'étais allée au cinéma. Voilà, il n'y avait pas grand monde dans le cinéma, tout était respecté. Donc après, on vit pas à Paris, hein, on vit en Bretagne, donc c'est pas la même population. Mais comment dire, personnellement, moi je trouve que ça serait carrément possible si tout est respecté, distanciation sociale, etc. Mais après, je suis pas politicienne, c'est pas moi qui vais prendre les mesures. Mais je trouvais ça important que tu puisses en parler parce que voilà, que les artistes comme les étudiants ou autres sont des grands oubliés de cette crise sanitaire. Malgré qu'il y ait des choses qui soient mises en place, bah voilà, là, c'est pas suffisant malheureusement. Après, il y a pas que, on n'est pas les seuls grands oubliés. Je veux dire, il y a Bien tous sûr. ces gens qui travaillent dans le service à la personne, Ah oui, oui. les gens qui travaillent tout ce qui est autour du ménage. Mhm. Je pense qu'il y a les grands oubliés et il y a les gens qu'on oublie, en fait, tout le temps. Et cette autre sphère du travail qui, en fait, ne s'est jamais arrêtée et n'ont jamais été augmentées et continuent à bosser dans des conditions qui sont très compliquées. Je veux dire, on applaudissait les soignants au premier confinement, au deuxième confinement, on n'entend plus parler de ça. Je dis pas que l'action était mauvaise, je pense qu'au contraire c'est très bien, mais on s'inquiète plus de savoir combien sont payés les infirmiers, les aides-soignants et les personnes qui travaillent dans le médical, je veux dire. Ouais, t'as totalement raison. C'est vrai qu'il y a eu une première euphorie en fait avec ce premier confinement. C'était un petit peu nouveau pour tout le monde, donc on met en place des choses. Bah, toi et moi, pour donner l'exemple, bah, des fois je participais à tes entraînements sur Instagram, en live ou en Zoom, donc j'ai essayé de m'entraîner avec toi, mais je suivais pas forcément la cadence parce que voilà, j'ai pas la même condition physique malgré que je fasse du sport aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu cet état d'euphorie où tout le monde applaudit les soignants, puis deuxième confinement, il y a plus grand monde. Et on sait pas si on va aller vers un troisième probable confinement. On sait pas du tout, mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce podcast. En tout cas, ouais, bah merci pour l'invitation, c'était chouette. Ouais, c'était super. C'est la première fois qu'on prend le temps tous les deux de faire ça en plus. Voilà. Mais c'était très cool. Merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir raconté ton parcours qui est spécial et atypique. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur l'Instagram de Fiona, je le mettrai dans le lien dans la bio. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles si vous a plu. Et si vous a pas plu, vous mettez pas d'étoiles. Voilà. Vous pouvez en mettre quand même, mais juste, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Instagram ou autre, je serais ravie d'en entendre plus de vous. J'ai besoin d'avoir de retours, hein, bien entendu, pour pouvoir m'améliorer au niveau de ces podcasts. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié découvrir le parcours de Fiona, qui est aussi ma sœur. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir les artistes, bien entendu. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous entendre tout simplement. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur Fiona et ce qu'elle fait en danse, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, à lui envoyer des messages, ça lui fera sûrement plaisir. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel invité ou peut-être une hors-série, on verra ça. Et je terminerai en vous disant, prenez soin de vous.